Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier journal des sports de la semaine. Les temps forts, c'est bien sûr dans le sommaire. Football, opération séduction et reconquête réussie pour les éléphants de Côte d'Ivoire au Félicia. Rugby, 7e journée du championnat national. TBO pulvérise la SOA et retrouve le Racing de Yopougon en demi-finale. Basketball NBA. Malgré la présence du King James, les Lakers seront privés pour la 6e fois consécutive de play-off. Un invité avec nous sur ce plateau, Michael Uncho. Bonsoir, vous êtes agent de joueur. Et mes consultants, des ex-internationaux ivoiriens qui répondent présents sur ce plateau, bien sûr en qualité de consultant. Eugène Begré-Yago, bonsoir. Bonsoir Marie. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup. Le plat principal de cette édition, c'est bien sûr la rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Rwandais. Mais avant, nous avons l'actualité internationale. Nous commençons bien sûr par l'actualité nationale. La 4e journée N1 dames de basketball s'est disputée samedi au Palais des Sports de Trècheville. L'équipe de l'Université Atlantique a été battue par l'unité d'élite 3A 64-55 et la FBA a dominé la SOA 100-30. Les temps forts de cette journée avec Véronique Conan. Fluent Basketball Association débute le match avec des mouvements bien agencés. Le premier carton n'est pas florissant pour la société Omnisport de l'armée qui perd rapidement des balles au profit de Fluent Basketball Association qui s'impose 16-0 dans le premier carton. Au second carton, sous les consignes du coach Ben Galemou, Sangaré Djeneba de Fluent Basketball Association tient le match. La SOA, elle, n'arrive pas à mettre en place de bonnes attaques, 33-13 à la mi-temps. Du retour des vestiaires, la société Omnisport de l'armée essaie tant bien que mal de se relever. Toali Olivia, la meneuse du jeu, inscrit 6 points mais se fait rattraper par ses fautes et sort du match. 68-25 pour Fluent Basketball Association. Le 4e carton est plus difficile pour la société Omnisport de l'armée qui rate de nombreuses occasions. C'est vrai que le match on a perdu mais on va se battre. On espère que prochainement on va faire de notre mieux. On ne s'est pas battu assez mais je pense bien que prochainement on va s'appliquer. La société Omnisport de l'armée perd son 3e match en championnat et s'incline 30-100 aux dépens de Fluent Basketball Association. Qui pour rejoindre Ta Rugby Club RC Yopougon et Abidjan Rugby Club dans le dernier carré. Et tel était l'enjeu du choc TBO-SOA, comptant pour la 7e et dernière journée de la première phase du championnat de rugby à 15 qui s'est disputé ce week-end à l'université de Cocody. Konaté Ngamblé pour la suite. Dans ce duel pour la 4e place qualificative pour le top 4, la société Omnisport de l'armée n'avait pas les armes suffisantes pour rivaliser avec le Trècheville Biafra Olympique. Acharné en défense et plus fort en conquête, le TBO prend rapidement le devant grâce à Samou Eloale Samuel. Issa Bassoui et Onzian Kassi Toussaint portent le score à 19-0 au bout de 25 minutes de jeu. La SOA revient à 19-3 juste avant la mi-temps grâce à cette pénalité transformée par Koulibaly Mamadou. En seconde période, l'indiscipline de la SOA et les coups d'accélérateur du septuple champion de Côte d'Ivoire ont fait la différence. À 5 minutes du terme, Koulibaly Lassina aplatit en force le 6e essai des Trèchevillois et scelle la victoire de TBO. Un succès bonifié 36-6 qui permet au poulain de Tomé Mamadou d'arracher le dernier ticket qualificatif pour le top 4. Ce match était très important pour nous, donc c'est ce qu'on a dit à nos gamins de jouer, de gagner ce match. Dieu merci, dans le carré d'As, c'est pas fini, donc on va voir les demi-finales la semaine prochaine pour jouer. Désormais, place aux demi-finales. Abidjan Rugby Club sera face à Ta Rugby Club de Koumassi. Trècheville Biafra Olympique sera face au Racing Club de Yopougon pour un remake de la dernière finale.
Jonathan Kodja et Nicolas Pepe ont co-parrainé un match de gala dimanche au stade de bataillon de commandement et de soutien du camp Galéni au plateau. Les détails avec Aboudraman Samassi. C'est un public joyeux qui a investi le stade du bataillon de commandement et de soutien du camp Galéni au plateau à l'occasion de la première édition du match de gala dénommé Kodja et Pepe. L'aventure continue. Les deux internationaux ivoiriens présentement en sélection nationale ont communié avec le public en cet après-midi du dimanche 24 mars 2019. Un sentiment de bonheur. C'est important pour moi de réaliser certaines choses en Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays d'origine. Et je suis fier que moi et mes agents et mes partenaires, on ait pu organiser ça. Je pense que c'est à l'image de ce qu'on est. On aime partager, on aime faire plaisir, on aime faire du bien autour de nous. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on réalise. Vous voyez bien, tout le monde s'amuse, tout le monde profite, donc c'est le plus important pour moi. C'est toujours intéressant d'avoir un rassemblement comme ça parce que ça rassemble tout un quartier. Et faire ce genre de choses, c'est bien pour tout le monde parce que voilà, ça réunit les gens, il y a de la joie. Et tant qu'il y a de la joie, c'est l'essentiel. Cette initiative de Michael Ncho et Aboubakar Traoré, tous deux agents internationaux des deux éléphants footballeurs à l'honneur, s'inscrit dans le cadre de la détection de talents et de la promotion des deux professionnels. Ambiance, prestations artistiques et matchs de gala ont rythmé le cours de cette journée d'hommage. Très belle ambiance. C'est le moment pour nous de bouger un tout petit peu, d'aller à l'actualité internationale. Les Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi se sont achevés jeudi dernier et la délégation ivoirienne est rentrée vendredi avec 34 médailles, 14 d'or, 4 d'argent et 16 de bronze. Les athlètes ont été accueillis en fanfare, cela va de soi, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cathy Touré-Kodo pour le compte-rendu. Ils sont autistes, trisomiques ou présentent un autre handicap intellectuel. Ces personnes spéciales ont valablement représenté la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi. 34 médailles au total, dont 14 en or, un résultat qui satisfait les dirigeants. Abu Dhabi a été pour la Côte d'Ivoire une réussite. Nous tenons au passage justement à remercier le ministre des Sports qui nous a soutenus, qui a rendu possible ce voyage et qui s'est déplacé, qui est venu encourager nos athlètes. Donc au retour, nous promettons continuer la lancée que nous avons ici, c'est-à-dire renforcer les entraînements, renforcer les compétitions de type olympique et organiser de façon régulière des compétitions locales. À Abidjan, ce sont des parents fiers de leurs champions qui leur ont réservé un accueil chaleureux. Non, mais c'est une fierté légitime, une fierté immense parce que ce sont des enfants qui vivent avec un handicap, mais chaque fois que ces enfants-là vont à l'extérieur, nous sommes honorés, puisque les enfants reviennent toujours avec des médailles. Ce sont des enfants qui sont adorables, qui sont très attachants et qui sont capables de tout. Il suffit juste de les encourager. À tous les autres parents qui sont dans la même situation, il ne faut jamais désespérer, il faut toujours garder le courage, juste les encourager et puis ils nous montreront qu'ils peuvent aller au-delà de nos espérances. Merci à Didier Drogba qui a fait le défilé avec nos enfants et qui les a soutenus pendant leur compétition. Nous voulons également dire merci à notre président du conseil d'administration, le ministre Jean-Louis Bion, pour tout le soutien et sa présence effective auprès de nous à Abu Dhabi. C'est une fierté pour nous de retrouver ces athlètes-là, les mains chargées de médailles. Nous sommes entièrement heureux. C'est une joie pour nous et je pense que les jours à venir, Monsieur le ministre recevra ces enfants qui ont fait la fierté aujourd'hui de toute la Côte d'Ivoire.
Encore félicitations en tout cas à tous nos athlètes. Pour la 6e année consécutive, les Lakers de Los Angeles, deuxième franchise la plus titrée de l'histoire, ne participera pas aux playoffs. Une première pour leur star, LeBron James, depuis plus de 10 ans. N'empêche, les Lakers se sont imposés pour l'honneur 116-106 face à Sacramento. Aude Alegbe pour plus de précision. Les Lakers en blanc et les Kings de Sacramento ont joué pour l'honneur qu'a éliminé des playoffs. Chez les Kings, Buddy Hield a fait apprécier son adresse lointaine tandis que LeBron James a joué relâché. Mais Kyle Kuzma a été plus chanceux au tir à 3 points pour donner l'avantage aux Lakers 22-20. Le match va gagner en intensité dans le second acte. À la mi-temps, les Kings sont devant 49-48. Au retour des vestiaires, les Kings vont perdre leur automatisme et les Lakers vont en profiter pour dérouler leur jeu. Les Lakers vont enchaîner les panier et s'imposer 87-71 dans le troisième carton. La fin de match sera hachée par les coups de sifflet et c'est finalement au lancer franc par LeBron James que les Lakers vont assurer leur victoire 111-106. Pour la première fois depuis 2005, LeBron James, la superstar des Lakers, qui avait disputé les 8 dernières finales avec Miami en 2011 et 2014 et Cleveland en 2015 et 2018, suivra la phase finale devant son écran de télévision. Recruté en juillet dernier à prix d'or avec un contrat de 154 millions de dollars sur 4 ans, LeBron James reste l'un des joueurs les plus prolifiques de la NBA. Il est le 5e meilleur marqueur du championnat 2018-2019 avec 27,5 points par match et a dépassé son modèle Michael Jordan. Sa blessure aux adducteurs le 25 décembre 2018 contre Golden State l'a éloigné des terrains pendant un mois et a complètement changé la donne pour les Lakers. 4e de la conférence Ouest fin décembre, les Lakers vont plonger au classement et ne s'en remettront plus. Les éliminatoires de l'Euro 2020 ont débuté ce week-end et se poursuivront jusqu'au 19 novembre 2019 sur les différents stades européens. 55 équipes reparties en 9 poules. Le résumé de quelques matchs de la deuxième journée avec Salif Ouattara. Les Orangers de Ronald Koeman étaient face à la Nationalmannschaft de Joachim Löw. Un match technique et tactique qui s'est bonifié au fur et à mesure que le temps avançait. Dès la 15e minute, le Roi Sané donne de l'avance à la Mannschaft. Serge Gnabry enfonce le clou à la 34e minute. Les Allemands repartent au vestiaire avec une avance de 2 buts. Les calculs vont se mélanger pour la Mannschaft en seconde période. 48e minute, le jeune prodige de 19 ans de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, réduit le score. Les Néerlandais vont chauffer les nerfs des Allemands. Un jeu psychologique qui finit par payer à la 63e minute. Memphis Depay égalise pour les Pays-Bas. À la 90e minute, le jeune milieu de terrain de Hoffenheim, Nico Schulz, frappe. 3-2 pour la Mannschaft, victoire tout de même difficile. Face à la Hongrie, la Croatie, vice-championne du monde, a cravaché dur. Les hommes de Zlatko Dalic ont subi un revers. Même le ballon d'or, Luka Modric, n'a rien pu faire face à la jeune équipe hongroise. Seul Ante Rebic a pu donner une riposte en inscrivant le seul but croate à la 13e minute. 2-1 pour la Hongrie. Face au Kazakhstan, la Russie a été puissante. 4-0, un score qui permet aux Sbornaya de se positionner 3e du groupe I et d'espérer une qualification pour l'Euro 2020. Voilà, jeune, l'Allemagne qui remporte un match fou, je dirais, face aux Pays-Bas. Toujours entre ces deux grandes nations du football, une équipe jamais championne du monde, peut-être la modèle du football moderne, la Hollande, une équipe allemande des grands noms nouveaux qui a rajeuni son effectif. Vous savez, cet Allemand, il y a que le continue la reconstruction avec des jeunes joueurs comme Sané, l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui allemands au monde, qui compte sa progression. Pour moi, ce match-là, les Allemands, sur l'ensemble du match, au niveau technique, tactique, au niveau de la maîtrise collective, sur la première mi-temps, ont vraiment dominé. Après, il y a eu la réponse hollandaise avec des pailles qui sont revenus en égalisant ces 2 buts. Et après, l'Allemagne a gagné au mental. Pour moi, c'est fait un match en 2 équipes de même niveau, mais le mental a fait la différence. Et le mental est allemand. En football, on dit souvent, on joue toujours, mais ce sont les Allemands qui gagnent. En tout cas, c'est le mot qu'on puisse dire. Hein. 2 buts partout, on a cru que c'était ça le score final, mais finalement, les Allemands ont pris l'avantage, je dirais. Ouais, 3-2 finalement. Pour moi, c'est à l'image de leur championnat. Ouais. Déjà, le championnat, il est bon.
Et puis parce que quand on regarde les résultats du Schalke, de Dortmund, de Bayern, qui remontent au niveau du classement, au niveau du championnat, ça veut dire déjà que l'équipe est en forme. Maintenant, c'est l'entraîneur, Joachim Löw, qui a osé mettre des grands joueurs et non des moindres. C'est-à-dire Boateng, Hummels et autres là sur le banc de touche. Ça a créé quand même un certain buzz en Allemagne pour dire comment on peut se passer de ces grands joueurs-là et puis rajeunir complètement l'équipe pour aller affronter une équipe des Pays-Bas dont les joueurs viennent en priori de l'Ajax et des Feyenoord qui sont très en forme. Et Dieu merci, je crois que sa politique, la politique de Joachim Löw a porté. Cette équipe-là, effectivement, a déroulé, a joué un très beau football, mais par manque, à mon sens, d'expérience plus ou moins au niveau international. Elle a pêché un peu en deuxième mi-temps. Elle a permis à cette équipe de la Hollande de revenir dans la partie. Mais à la fin, comme tu l'as si bien souligné, c'est l'Allemagne qui a gagné. Ça veut dire que cette équipe d'Allemagne-là, qui a bien préparé son retour depuis l'Euro qu'elle avait pratiquement perdu, et la Coupe du Monde où elle est passée à côté, elle a su tirer les leçons de ces différents échecs-là. Et là, elle est en train de préparer une bonne équipe, certainement, qui va encore surprendre le monde du football. D'accord, Michael, hein. Un mot sur cette affiche Pays-Bas-Allemagne. Moi, je pense que le coach allemand, il a créé un groupe avec un état d'esprit, c'est-à-dire des jeunes, il a osé prendre des décisions. Aujourd'hui, ça a payé, donc voilà, c'est une bonne chose. D'accord, la Croatie qui a été battue par la Hongrie. Oui, malgré 5 ou 6 champions du monde, l'image de leur capitaine, Luka Modric, cette équipe de la Croatie, c'est normal, c'est une génération de trentenaires. Pour moi, il faut reconstruire. Tadic a le temps de reconstruire une belle équipe. C'est un pays de talent extraordinaire, cette Croatie-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rajeunir l'effectif et donner la chance à beaucoup d'autres joueurs qui ne jouent pas. Pour moi, sur l'ensemble du match, du côté de la Hongrie, cette équipe croate ne mérite pas de gagner. Et je pense que ça va donner beaucoup à réfléchir à l'entraîneur. Il faut qu'il comprenne aujourd'hui que cette génération de Luka Modric est sur la fin. Il faut reconstruire pour moi. D'accord. Charles, la Hongrie, vice-champion du monde, qui a été battue la Croatie, vice-champion du monde battue par la Hongrie. On le dit communément, il n'est pas facile de se maintenir en haut. C'est ça. Voilà, parce que quand on était déjà vice-champion, on ne peut plus, à la limite, c'est de gagner la Coupe du Monde. Mais quand on n'a pas gagné, il est peut-être difficile maintenant de pouvoir remonter. Et toutes les autres équipes sont mieux préparées pour vous affronter. Et c'est ce qui explique un peu cette débâcle de cette équipe de la Croatie. Quand bien même elle comptait en son sein de grands joueurs qui évoluent dans les grands clubs, Rakitic, Modric et autres, l'équipe de la Hongrie est venue jouer de façon soudée, de façon unique, je dirais, et pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Croatie. Mais je pense qu'il faut qu'on rajeunisse cette équipe-là. La moyenne d'âge est de 30-32 ans, c'est pas évident aujourd'hui que voilà, une telle équipe puisse pouvoir se maintenir au haut niveau. On se souvient de la France qui avait marché sur tout le monde par rapport à la Coupe du Monde, mais on a vu tout dernièrement la France se faire humilier par la Hollande. Et donc il y a des choses, à un moment donné, quand on est en haut, il faut pouvoir se ressaisir, travailler pour ne pas se faire surprendre parce que les autres viennent beaucoup plus armés. Je crois que c'est ce que subit, sinon vit cette équipe de Croatie. D'accord, Michael, elle est finaliste du dernier mondial battue par la Hongrie. Mais comme Begré a si bien dit, c'est-à-dire que cette équipe arrive en fin de cycle, donc il faut renouveler avec un nouvel état d'esprit, avec des jeunes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. Et puis la Russie s'est amusée, je dirais 4-0 devant une équipe, une petite équipe, je dirais, du Kazakhstan. Moi, je pense que pour moi, la Russie, c'est un peu le volcan endormi. C'est un pays de grands footballeurs. Ils avaient un football depuis 1984, sous Belanov, sous ces grands entraîneurs-là, ces grands joueurs-là, Belanov et autres. Ils avaient un football rapide, de vitesse, d'intensité. Depuis que cette Russie a perdu ce football-là, elle se met elle-même en difficulté. Mais c'est un football qui va tellement avec ces joueurs-là. Et quand ces joueurs ne jouent pas dans l'intensité, dans la vitesse, dans la mobilité, dans l'agressivité, elle ne réussit pas. Mais pour moi, elle revient, même en Coupe du Monde, elle était très bonne quand même, il faut le reconnaître. Elle revient dans la construction de nouveaux joueurs, dans un championnat qui est vraiment dur pour les joueurs africains. Mais cette équipe de la Russie, là, pour moi, d'ici 2 ans, va revenir au sommet du football européen. D'accord, Charles, la Russie a déroulé tranquillement. Oui, mais elle demeure sur sa lancée. Déjà, durant la Coupe du Monde dernière, elle a surpris tout le monde. Elle a agréablement surpris les uns les autres. Elle a marché sur des équipes contre lesquelles on ne pensait pas qu'elle allait faire non seulement du jeu, mais pouvoir tenir face à ces équipes-là, elle a réussi. Donc moi, je pense qu'elle est dans sa continuité. Et c'est tout à fait normal qu'elle arrive à battre cette équipe de Kazakhstan. Enfin, maintenant, après, est-ce qu'il y a eu vraiment adversité quand on sait que quand même le Kazakhstan, aujourd'hui, n'est pas quand même un ogre au niveau du football mondial. En tout cas, on a une petite idée avec le score quand même. Ah ouais, 4-0, voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. D'accord. On va partir maintenant pour le débrief.
Déjà qualifiée, la Côte d'Ivoire a dominé le Rwanda 3-0. C'était samedi au stade Félix Houphouët-Boigny lors du dernier match des éliminatoires de la CAN 2019. Jean-Sylvain Esso et Samuel Meck nous proposent l'analyse de cette rencontre compartiment par compartiment. C'est dans un schéma de 4-3-3 que la Côte d'Ivoire se présente face au Rwanda. Titularisé pour la 6e fois dans ces éliminatoires, Sylvain Gbowô, en manque de temps de jeu dans son club, le TP Mazembe, est critiqué le plus souvent pour ses sorties, pas du tout rassurantes, a cette fois été juste dans ses interventions aériennes. De son mètre 90, le portier ivoirien a été le maître de sa surface et n'a raté aucune de ses sorties. Dans cette rencontre, tout n'a pas été parfait dans la défense ivoirienne. L'expérimenté Eric Bailly s'est totalement troué à la 28e minute lorsqu'il essayait de s'appuyer sur son compère de la défense, Wilfried Canon. Hormis cette grave erreur, heureusement sans conséquence, les autres joueurs ont apporté satisfaction. Notamment le jeune pensionnaire de la SEC Mimosa, Wolo Koulibaly, qui pour son baptême du feu a valablement remplacé le capitaine Serge Aurier à la 30e minute. Loin d'être intimidé, le joueur de 27 ans s'est appliqué et a trouvé ses repères dès ses premières prises de balle, se projetant dans le camp adverse. Comme lui, le jeune Bamba Abdoulaye qui palliait l'absence du titulaire. Ghislain Conan a parfaitement tenu le couloir gauche avant de se retrouver dans le couloir droit. Quant au milieu de terrain, Cyril Jean-Michael a retrouvé sa clairvoyance. Le garçon a été impliqué sur 2 des 3 buts avec des passes de classe exceptionnelle. À ses côtés, Jean-Philippe Bamin, qui remplaçait Serretier. En plus de son agressivité, il a été juste dans ses transmissions de balles, facilitant la tâche à Kessié Franck. Enfin, la satisfaction de l'attaque est venue de Nicolas Pepe, qui pour ses débuts au stade Félix Houphouët-Boigny a confirmé son talent de joueur efficace avec son but matinal. Le Lillois a été tranchant, même s'il en faisait un peu trop dans ses dribbles. Sa production contraste avec celle de Jonathan Kodia, pas en réussite, d'abord à la 18e minute, puis à la 44e. Comme lui, Max Gradel n'a pas été gagné par le facteur chance, même quand il pensait trouver enfin le chemin d'un filet à la 64e minute. De son côté, Maxwell Cornet n'a pas attendu longtemps pour se mettre en confiance dans ce match. Sur son premier ballon, d'une puissante frappe, il inscrit le dernier but des éléphants dans cette campagne des éliminatoires. Eugène, la Côte d'Ivoire termine en beauté ces éliminatoires qui avaient pourtant mal commencé. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactement. On termine très bien. C'est une belle génération qu'il faut encourager. Je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, pour ma surprise sur son entame de Anne-Marie, belle équipe, dans la vitesse, dans la mobilité. Et puis après, on a eu le temps de rester dans un temps faible. Là, ils ont tenu, n'ont pas pris de but. On a eu un second temps fort où on a marqué 2 buts. On en reviendra peut-être. Mais je dis cette équipe de Côte d'Ivoire a récompris son public. C'est une équipe en séduction. Et on a les hommes, on a les éléments pour aller au bout. Soyons humbles, soyons travailleurs, ayons un bon collectif, ayons l'amour du maillot. Et je pense que le reste se fera en Marie. D'accord, on va faire comme Jean-Sylvain Esso et Samuel Meck qui ont pris compartiment par compartiment. On va commencer bien sûr par le gardien de but, le dernier rempart des éléphants de Côte d'Ivoire, Gbowô Sylvain. Généralement, qu'est-ce qu'on demande à un gardien de but? Ce n'est pas de prendre des buts, c'est d'assurer sa cage inviolée. Et donc, sur ce coup-là, je crois que Sylvain Gbowô a tranquillement rassuré tout le monde, même au niveau de ses sorties, parce que là, lui, sur la bourde de Eric Bailly, il arrive à sortir de façon prompte et à réduire considérablement l'angle, ce qui empêche le joueur rwandais de pouvoir cadrer sa frappe et mettre le ballon de côté. Sur ces différentes sorties, on se rend bien compte que là, pour une des rares fois, il a été vraiment très présent, il a été très agressif sur les ballons. Moi, ce que j'ai déploré légèrement, c'est certains ballons dans la surface de réparation où il aurait pu vraiment boxer réellement du point où je ne sais pas si c'était des relâchements, des ballons, mais qui ont atterri par 2 fois dans la surface de réparation. En dehors de ça, je crois que sur l'ensemble de la partie, Sylvain a été présent, même si on sait qu'il manque de compétition et que bon, cela pourrait plaider plus ou moins en sa faveur. Mais sur le match d'avant-hier, il a été énormissime. D'accord, Michael Chaud, Sylvain Gbowô qui a été longtemps, comme le disait Charles, critiqué, mais hier, samedi plutôt, a montré un bon visage tout de même. Franchement, sur ce match-là, il a répondu présent, mais il y a des détails à bien souligner, c'est que sur les trajectoires de balle, il a du mal. Ouais. Et là, contre les grosses équipes, ça paye cash. Donc, il faut faire attention avec ça. Et doit travailler encore. Beaucoup.
Eugène? Oui, mais non, comme le dit Michael, c'est vrai, il a fait souvent peur, mais je veux dire, par son vécu, par son charisme, il a souvent rassuré sur les Bayern, comme a dit Charles. C'est vrai, aujourd'hui, il est pas dans un bon temps, mais cette lucane de l'équipe nationale va lui redonner de la confiance, de la présence. C'est aujourd'hui le seul gardien voilà, avec un véritable vécu international. Ouais. Essayons de lui faire la place. Je me rappelle, El Hadari du côté de l'Égypte était en difficulté. Ils l'ont ramené en club, ils l'ont présenté en équipe nationale et il a été champion d'Afrique. Donnons du temps à Sylvain, qu'il retrouve du temps de jeu, mais il apporte derrière les gens qui poussent. Mais pour moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur gardien ivoirien. D'accord. En tout cas, on a sollicité Bobo Sylvain. Il a répondu présent. C'est l'essentiel. C'est ce qu'on doit retenir, en tout cas, au terme de cette rencontre. Voilà, on lui demandait d'être beaucoup plus agressif dans le ballon. Voilà. Il en a déjà fait la preuve. Ouais. Il a eu un passage à vide, très vite. C'est un professionnel qui se remet en selle comme il se doit pour pouvoir retrouver toute sa splendeur. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Sinon, il a toutes les aptitudes de redevenir le grand beau Sylvain qu'il a été. Et comme je disais une chose, il faut faire attention parce que ce n'est pas des grands matchs. Des grands matchs, ça appelle vraiment cash. Il faut que tout de suite, là, ils soient dans le bain. Et puis soit rassurant pour ses partenaires. Quand il sera, ça va vraiment donner du boom à cette défense de la Côte d'Ivoire. D'accord, nous allons parler de la défense de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Je dirais défense classique avec Aurier, Bailly, Canon et Abdoulaye Bamba, remplacement bien sûr de Ghislain Conan. Oui, moi je pense que la défense a joué tranquille. Les Rwandais dans ce schéma, les 4-4-2 n'ont pas eu cette aptitude de véritablement maîtriser le milieu de terrain pour gagner en largeur et puis voir nous prendre sur les côtés. Ils ont été beaucoup plus présents dans le milieu de terrain et non sur les différents côtés. Au point où on a vu, soit Adama ou Serge Aurier jouer tranquillement, reprendre les ballons. Enfin, franchement, derrière, les garçons jouaient à la baballe, tranquillement. C'est même cela qui a emmené cette déconcentration, qui a amené Eric Bailly à commettre cette bourde-là. Parce que les attaquants rwandais n'ont pas été très agressifs, les attaquants ivoiriens. Peut-être que le schéma mis en place par Kamara Ibrahim, sinon le milieu de terrain qui a tellement bouffé le milieu de terrain rwandais, qui a fait que bon, les attaquants n'ont pas été aussi agressifs dans le ballon du côté des défenseurs ivoiriens. Mais sinon, sur l'ensemble de la partie, bon, je pense que les éléphants, défensivement, ont tiré leur épingle du 2, où Canon Ufri s'est permis des envolées, des reprises de volées. Wolo se permet même un crochet. C'était dire qu'ils étaient vraiment en confiance derrière, pour pouvoir assurer, sinon rassurer tout le monde. D'accord. Eugène, est-ce qu'on peut parler de sérénité de cette défense ivoirienne? Non, il faut dire la vérité. C'est vrai que c'est une équipe qu'on veut, on laisse le temps de grandir. Mais hier, samedi, la sérénité n'était pas de mise. Je n'ai souvent pas vu Aurier dans ses montées, dans son agressivité, dans son punch. On ne l'a pas vu. Eric Bailly, en manque de confiance vraiment, et en manque de concentration, a failli créer beaucoup de choses. Quand des grands nations marient, ce ballon-là nous met carrément en danger. Bailly et Canon qui laisse également lui-même, le jeune Abdoulaye qui vient en sélection, qui a de l'avenir, qui doit maintenant s'imprégner du maillot national. On sent qu'il est encore un peu jeune et qu'il n'a pas encore compris réellement ce maillot, mais il a de l'avenir, il va avancer. Mais je pense que ce bastion défensif-là, pour moi, n'est pas trop rassurant. Mettons de l'agressivité, mettons du punk, mettons du combat physique pour dire aux attaquants que nous sommes présents. Mais ce samedi-là, on n'a pas vu assez Anne-Marie. D'accord. Michael Lancho. Comme Begré a si bien dit, moi je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une meilleure défense, c'est la concentration. Exactement. Et pour gagner une compétition, si derrière vous manquez de concentration, il y a des détails qui payent cash. Et samedi, les éléphants, défensivement, ils étaient là, mais les détails, on va dire, c'est qui est pertinent. Il faut faire attention avec ça, en fait. D'accord. Et Wanlo Koulibaly qui est rentré à la 25e minute en remplacement de Serge Aurier. En tout cas, moi, il m'a agréablement surpris, comme s'il était de la maison depuis des lustres. Parce que là, pour une entrée au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était un stade difficile, où on convainc difficilement le public ivoirien. Oui. Vraiment, pour ces deux premières montées, je l'ai vu faire une dessus le côté et se retrouver en avant-poste. C'était juste pour apporter ce plus-là au niveau du milieu de terrain et puis offensivement. Et donc, pour moi, il a été simplement excellent. Maintenant, il faut se calmer. Il faut se calmer, il ne faut pas tout de suite s'emballer, il ne faut pas s'enflammer. Il a fait un bon petit match, parce qu'il faut reconnaître aussi que le match était déjà gagné d'avance, moralement, que ce soit du côté des Rwandais, du côté des Ivoiriens. Et donc, il ne faut pas trop s'enflammer. Mais sur le contenu, je pense qu'il a été vraiment exemplaire. Un élève bien appliqué? Oui, vraiment, mais il a été vraiment bon. Mais il faut reconnaître que dans ses montées, dans ses répliques, il faut qu'il fasse attention face aux grandes nations. Souvent, il est souvent très parti. C'est bon dans la projection, mais il faut comprendre qu'à la perte du ballon, il faut être présent. Je pense que Wanlo gagne du temps. Je disais ici sur le plateau qu'il faut lui donner du temps. C'est l'équipe nationale, mais souvent on n'a pas du temps. Mais ce samedi-là, quand même, sur l'ensemble de la partie, il a été d'un très très bon niveau, Anne-Marie. Il a assuré. Il a assuré. Il n'a pas eu peur. Il a été présent. Et pour moi, ce qui m'a plu,
tu as l'impression qu'il est, comme l'a dit Dago, qu'il est dedans depuis longtemps, cette équipe nationale. Mais surtout, il s'est appliqué quand même au niveau du repli défensif, au niveau de la possession offensive. C'était vraiment extraordinaire. Mais laissons-nous du temps de progresser et d'être dans cette équipe pour moi. D'accord. Michael Ncho? Moi, je pense que, vu que c'est sa première au stade Félix-Houphouët-Boigny, il joue au championnat ivoirien. Donc, il a l'habitude de jouer sur ce stade-là. Ouais. Il ne faut pas s'enflammer avec lui. C'est un match, c'est une équipe rwandaise, franchement, assez faible. Il a fait une bonne rentrée, mais tactiquement, il a du mal à un certain moment. Donc, il faut laisser vraiment voir contre une grande équipe et voir ce qu'il va vraiment apporter. Mais ça va, il est pas mal, mais il faut le laisser travailler. D'accord. Est-ce que cela nous montre qu'il y a du beau, il y a du talent dans la Ligue 1? Oui, non, il faut faire comme moi. Je pense qu'en football, je disais souvent aux amis, en football, c'est la confiance, c'est l'environnement. Quand on est dans un bon environnement et cette chance de l'agent qui vous voit sur une reprise de volée, sur un tag, sur une plaquette pour un gardien, tout peut aller très vite en football, Anne-Marie. Mais je pense qu'il y a de la qualité. Je pense qu'on a l'un des meilleurs champions en Afrique. Je dis bien en Afrique, je pèse mes mots, où il y a la qualité individuelle. Aller du côté de Yopougon, d'Adjamé, il y a la qualité. Mais comment organiser cette qualité au niveau potentiel, on n'arrive pas. Et pour moi, ça fait très mal de voir que cette équipe de Côte d'Ivoire, avec ce vivier installé que nous avons dans tous les pays, dans tous les quartiers, on ne peut pas déjà avoir 1, 2, 3 équipes nationales d'égale valeur. Le talent, il y en a. L'organisation, il faut pour le football ivoirien pour moi. D'accord, on va parler maintenant du milieu de terrain. Je dirais où il y a un nom, en tout cas moi qui m'a marqué, Jean-Philippe Gbamé. Oui, je pense qu'il a su classer tout le monde. Hein. Ça saute à l'œil. Il a été celui qui a été présent dans la verticalité, dans l'horizontalité, dans la mesure où il envoie ses grands ballons. Au moment où on joue en jeu court, il arrivait tout de suite à surprendre la défense rwandaise par un jeu long. On l'a vu en fait 2-3 transversales pour Kodia, pour comment on appelle ça, pour Marcelin Gradel. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans cette équipe nationale depuis des lustres. Ça me rappelle Magui Saint-Germain, avec lequel on arrivait à gagner des ballons, des transversales de 25 mètres. Et là, Gbamé a réussi samedi dernier. Maintenant, pourvu qu'il continue. À un moment donné, je pense qu'il s'était un peu emballé. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il marchait un peu sur tout le monde dans le milieu de terrain. À un moment donné, c'était un peu emballé parce qu'au niveau de l'agressivité, j'ai senti 3-4 ballons passer dans les intervalles de nos milieux de terrain pour arriver aux attaquants rwandais. Et généralement, ce n'est pas souvent bien. On le dit, on ne cessera de le répéter. Face aux grandes nations, on ne doit pas permettre que des ballons passent dans le milieu de terrain, dans les intervalles, pour tout de suite arriver aux attaquants. Là, c'est très, très dangereux. Mais bon, enfin, le contexte, c'est aussi peut-être qu'il s'y prête, mais faisons attention un peu. Mais sinon, pour moi, il a été vraiment au-dessus du lot. D'accord. Anne-Marie, je ne sais pas si on peut revoir le premier but ivoirien. Vous allez voir ce jeu ultra rapide entre Kessié et lui. Mais après, ce qui était important, était extraordinaire pour vous, c'est son accélération. On va voir avec la réalisation, si on peut voir le premier but. Voilà. Et après, il y a la réalisation, mais après, il y a le coup d'œil. Tout le bon dans l'intervalle. Il y a l'appel de Pépé qui était extraordinaire, synchronisé à la passe de Gbamé. Après c'est une histoire de talent, c'est une histoire de pépites. Et là, Pépé, sans l'action, il va, le gardien repousse. Il suit l'action, il marque le premier but. Mais Gbamé, là, c'est l'accélération, l'étincelle qui pousse là, qui déclenche toute cette action et ce but du premier but ivoirien. Pour moi, comme l'a dit Dago, dans la verticalité, on avait l'impression que hier et samedi, Pépé et Gbamé jouaient ensemble depuis longtemps. Il avait déjà photographié Gbamé et dans la première touche de balle, il avait déjà trouvé Pépé sur le côté, dans le dos de la défense burundaise. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de ce match-là, Gbamé a vraiment prouvé qu'il a de la qualité. Mon souhait et mon souci, comment de le positionner pour qu'il soit aussi performant comme il a été face au Rwandais. Voilà. D'accord. Que dire de Kessié et Jean-Michel Seri? Jean-Michel Seri, franchement, il a fait son match. Hein. Honnêtement, il était costaud dans la récupération du ballon. Il était là, il a répondu présent. Son entente avec Gbamé, c'était parfait. Faut qu'il continue à travailler comme ça et qu'il continue à donner le meilleur de lui-même comme ça. Et qu'à un moment donné, qu'il soit assez concentré. On va dire le match était un peu facile. Et à un moment donné, il y a un moment de relâchement. Et que sur ça, il faut qu'on soit très, 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 très concentré sur ça, en fait. C'est très important. D'accord. Je crois que la réalisation a retrouvé le premier but à la 6e minute des éléphants de Côte d'Ivoire. Si on répond au début, vous allez voir ce changement de passe entre Kessié. Regardez l'accélération de Gbamé. La passe millimétrée dans le dos. Le gardien repousse. Seri fait un lot. Là, regardez l'instinct du buteur de Pépé. Il suit l'action. Et puis après, c'est une affaire de Pépé, c'est une affaire de talent. Ouais, ça c'est. Gbamé met la passe en intervalle. Tout à fait. C'est l'une des rares fois où on voit notre demi-défensif être aussi. Qui suit l'action pour pouvoir donner le deuxième ballon. Mais ce que j'ai aimé cette action après, on se rend compte que dès l'instant où Jean-Michel Gbamé est monté, on a vu Franck Kessié
faire la couverture. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Ça veut dire que ces garçons-là, ils s'entendent. Ils se sont trouvés, ils se sont retrouvés. Tout à fait. Franchement, j'ai vu comme le terrain, il y avait une complicité entre eux. Oui. Et que l'autre, il partait, l'autre, il couvrait derrière. Et ça, c'est très, très important pour la suite de la compétition. Voilà. Mais ce qu'il faut mettre, Anne-Marie, dans ce secteur du jeu, qui est le secteur le plus difficile du football, c'est même beaucoup d'impact physique. Exactement. Souvent, on ne met pas beaucoup d'impact. Comme Dago l'a dit, il y a eu 2 ou 3 ballons qui sont passés. Si on mettait de l'impact physique, de l'agressivité dans ce secteur-là, on aurait gagné beaucoup de duels et on aurait plus dangereux aussi. D'accord. On va parler de l'attaque avec Gradel, Kodja et Nicolas Pepe. Déjà, c'est Jean-Michel qui donne 2 ballons de but. Oui, c'est vrai que c'est vrai que je suis milieu de terrain que j'en parle, mais on ne peut pas parler des attaquants sans parler du passeur. Tout à fait. Ça, excusez-moi, mais c'est vrai. Voilà, sur le troisième but, on se rend bien compte que c'est Jean-Michel, il fait la passe décisive. Ça, c'est ce qu'on lui reprochait depuis. Parce que depuis qu'il est en équipe nationale Côte d'Ivoire, c'était rare de le voir en train de donner les derniers ballons. Mais ça, samedi dernier, 2 passes décisives. Ça, il faut le Moi, je pense que ça part des performances de Kessié et de Bama qui l'ont permis de se libérer et de faire ces genres de passes. Parce qu'il y a une complicité entre eux qui a permis à Série d'être un peu plus libre et de pouvoir faire jouer ses Je suis entièrement d'accord avec toi. Je souscris avec ce que tu dis. Mais malheureusement, dans les statistiques, on dit que Jean-Michel 2 passes décisives. Et ça, je voudrais vraiment qu'on mette ça sur son compte. Maintenant, lorsque un milieu de terrain te donne de tels ballons, il est normal que vous finissiez ces ballons-là. Et là aussi, Pepe a été présent. La véritable occasion de but qu'il a eue, il l'a mise au fond. C'est ça les vrais attaquants. C'est ça. Maintenant, Kodja, pour moi, il a peut-être voulu marquer encore son territoire, comme il avait su le faire du côté de Boaké. Il s'est dit qu'il pouvait tout de suite s'accaparer sa petite Boigny, et puis ça ne lui a pas réussi. Mais sinon aussi, l'ensemble de sa façon de jouer, l'ensemble de son jeu, beaucoup de débauche d'énergie. Il a joué beaucoup altruiste pour une rare fois où il fait des crochets, il remise le ballon. Je pense que pour moi, l'attaque a été souveraine. C'est vrai, bon, Marcelin Gradel est resté un peu trop sénateur, tranquille, couvrir son côté, ne pas trop être euphorique comme d'habitude, parce que c'est celui-là qui... Il a eu quelques occasions, il a joué de malchance également. Gradel. Oui, effectivement, mais on sait que Marcelin Gradel, c'était le feu follet de cette équipe nationale. C'est lui-là qui mettait le feu généralement dans cette équipe nationale. Et donc, mais samedi dernier, il faut reconnaître qu'il a joué un peu sobre, en dehors de l'occasion de but qu'il a eu, le ballon qu'il met sur le pied, il frappe et puis bon, qui passe à côté. Maintenant, pour moi, l'attaque, 90 minutes, 3 buts, on ne peut féliciter que l'attaque. Franchement, j'ai senti une complicité entre eux aussi devant. Mais comme il a si bien dit, franchement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et s'ils continuent à travailler comme ça entre eux, parce que Kodja a fatigué la défense, quand on est rentré, il a fait la différence et l'accélération. Et ça, c'est important. Il faut qu'ils se battent tous ensemble comme ça. D'accord, Eugène. Anne-Marie, pour moi, c'est une attaque à 2 visages. La première, comme elle dit, est une show, un Kodja dans l'impact, dans l'agressivité, dans la vitesse, dans la puissance. Et après, les défenseurs sont fatigués. Et puis après, il y a Massoé Koné, Pepe et Gradel dans la mobilité. Moi, quand je regarde d'abord le 3e but, c'est vrai, il y a la passe, mais le contrôle de Massoé était extraordinaire. Elle était extraordinaire. Et après, la finition, on n'en parle plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces 3-là, et surtout, moi, je veux saluer aussi le coach, camarade. Exactement, on allait en venir. Oui, mais il faut se d'abord sur l'intelligence. On va laisser Pepe dans son rôle à Lille. Tout à fait. Il n'a pas cantonné Pepe à gauche ou à droite, vous comprenez? Pepe a cette liberté d'aller où il veut, et il a vraiment enrhumé cette défense rwandaise. J'espère que ça a été vraiment, il faut dire bravo, il a eu le clin d'œil extraordinaire. Pour moi, c'est une des meilleures attaques d'Afrique. Continuez de travailler. Et les occasions que nous avons, il faut les mettre au fond, parce que les grandes nations, ça ne pardonne pas Anne-Marie. D'accord, vous avez empiété sur le coaching. Je m'excuse Anne-Marie. Non. Merci. Est-ce que vous acceptez, monsieur? Alors, nous allons parler de l'entraîneur Camara Ibrahim, un coaching, est-ce que je peux dire parfait? Oui, un coaching parfait. On va dire parce qu'il faut respecter ce coach-là. Il n'a pas perdu, il a des résultats. En Russie, il est parti, il a fait le travail. Samedi, il a mis une équipe en place, ça a payé, c'est le résultat qu'on veut, ça fait 3. Donc à un moment donné, quelque chose on va dire de ce coach-là, tout ce qu'il met en place, ça lui réussit. C'est ça un coach aussi, il faut avoir de la chance. Exactement. Et voilà. Un manager le juge au résultat. Exactement. Ça fait 5 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls. Plus de 11 buts marqués, 2 buts encaissés sous lui. C'est vrai qu'on en a pris 5, mais avec lui, on a pris juste 2 buts. Donc, moi, je pense que la moisson est bonne avec Camara Ibrahim. Aujourd'hui, il fait partie des coachs emblématiques. Ça, on le veut, on ne veut pas. Pour les éliminatoires, il a rassuré tout le monde. Et ici, sur ces différents plateaux, on doutait de ce qu'un entraîneur national, sinon local, puisse entraîner des garçons aussi multimillionnaires. Là, il prouve que voilà, il peut. Maintenant, après,
à l'instar de Kamara Ibrahim, comme tout le monde, il ne faut pas s'emballer. Exactement. Il faut continuer à travailler. Exactement. Et à ce niveau, je suis très content pour lui parce qu'il a le même discours depuis peu. Voilà, il ne faut pas s'emballer, il faut travailler, il faut continuer à travailler. Et que c'est à la fin, parce que lui, il prépare dans son esprit la CAN 2021. Et donc, il pousse son groupe jusqu'à bon port. Donc, pour moi, félicitations à Kamara. Parce que là, moi, je viens de voir le match la première mi-temps des matchs des U23. On sent encore la part de Kamara Ibrahim. Parce que c'est lui qui met plus ou moins à Idarala. C'est tout un groupe qui pousse. Et on sent que ce travail-là est en train de payer véritablement. Donc bravo à lui. Donc on est en train de partir vers une belle équipe où il y a la cohésion, il y a le collectif, les joueurs, quand tu les interroges, ils ne parlent que du collectif, il n'y a plus trop d'individualité. Donc nous sommes en train de fonder une équipe, une vraie équipe, je dirais. Ah, moi, je suis d'accord parce que le coach, il sort ça dans la tête des joueurs. Il les fait comprendre qu'aujourd'hui, pour gagner des compétitions, il faut qu'on soit tous ensemble. Il n'y a pas d'individualité, chacun, il n'y a pas de star. Et moi, notamment, à mes joueurs, que ce soit Kodjo, Nicolas, Pépé, Ismaël Traoré, Abdoulaye Bamba, je leur dis, il n'y a pas de star dans cette équipe. Tout le monde est pareil. L'humilité, comme on dit, précède la réussite. Donc, à un moment donné, le coach, il a un état d'esprit, il a des bonnes idées. Si on le laisse travailler, il fera des surprises. Il faut l'aider, il faut le soutenir. D'accord, nous allons écouter quelques joueurs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre au micro de Salif Ouattara. On est content d'avoir gagné déjà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas offert un spectacle ici à Abidjan. On est très content du résultat. Maintenant, voilà, il reste encore un match de préparation. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas joué de pouvoir s'exprimer. Et après, on se verra dans quelques mois pour préparer la CAN. Mais on aura tout le temps et puis on verra bien comment ça se passe. Ça fait plaisir, en plus avec un but à la clé. Et, je pense que ce soir le plus important c'était le collectif. Voilà, on est sur la continuité de ce qu'on a produit sur cette qualification. On avait à cœur de reconquérir notre public ici au Félicia. C'est fait, donc on a un groupe jeune comme je l'ai dit. On continue à écrire notre histoire en toute humilité. C'était bien dans la somme, c'était un bon match. Et puis voilà, le plus important c'était de finir en beauté. Et grâce à Dieu, nous avons pris les 3 points, nous sommes en confiance et puis voilà, on essaie de faire un bon deuxième match et puis voilà, penser à la Coupe d'Afrique. Nouvel état d'esprit et aussi la part du coach, il est à féliciter parce que c'est lui qui a su mettre cette ambiance-là, cet état d'esprit-là en place et il fait du bon boulot, il faut le féliciter. Avec tous ces joueurs, ces jeunes joueurs, je pense que la mentalité, je pense pas que ça va changer. On aura la même mentalité, on doit continuer de travailler parce qu'il y a des choses à régler et voilà, on verra la suite, on met la suite entre les mains de Dieu. Voilà, les joueurs qui reconnaissent le mérite de leur entraîneur. Oui, c'est l'osmose qui se passe entre l'entraîneur et ses joueurs. Et c'est des qualités, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne gagne pas une compétition sans cette ambiance, sans cette cohésion entre l'entraîneur et ses joueurs. C'est l'entraîneur qui conduit ce groupe et avec une mentalité que les joueurs doivent suivre. Quand vous suivez cette mentalité de votre entraîneur, vous gagnez très souvent. Je pense que c'est l'entraîneur Kamara. Il faut laisser travailler. J'ai Dago dit il faut l'entraîneur ivoirien. J'ai dit oui, mais un entraîneur ivoirien compétent. Ça, c'est important aussi en Mali. Vous soyez compétent, Kamara est compétent. Il a eu l'expérience de suivre cette équipe-là depuis longtemps. Aujourd'hui, il a la baguette. Donnez du temps de travailler. Mais il faut qu'il comprenne que aussi la pression sera de mise. Quand vous conduisez une équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous conduisez une nation, vous ne pouvez pas échapper à la pression, aux critiques. Il faut qu'il écoute aussi ce qu'on lui dit, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne vision, qui a une bonne mentalité, qui sait écouter. Et cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, sous les ordres de Kamara, peut prétendre à quelque chose. Et moi, j'ai un point très important à souligner, parce qu'il a été malin et très intelligent. Il a su s'entourer avec des anciens joueurs, comme Kolo Touré, comme Tizé Jean-Jacques. Voilà. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est comme en France avec Didier Deschamps, Laurent Blanc, ben, ça se passe comme ça. Je pense que les anciens joueurs, ils ont l'expérience pour pouvoir gérer, on va dire, une équipe comme ça, parce qu'ils ont déjà joué au ballon, ils gèrent la pression, ils savent le faire. Et donc, voilà, il a eu l'intelligence de le faire. Et ça c'est à souligner, c'est très important. Et là où moi je le félicite en plus, c'est le fait, c'est l'environnement. Généralement, quand on parle des nations de Côte d'Ivoire, on a toujours pointé du doigt la question de l'environnement. Sur les 5 derniers matchs qu'il a livrés jusque-là, aucun journaliste, je ne dis pas que de chercher des noises, mais non, mais pour l'instant, la question de l'environnement n'a pas été posée. Ouais. Et là, on vient d'avoir la preuve avec la réaction des joueurs qui disent que l'ambiance est très bonne. Et ça, pour ça, vraiment, je le félicite. Ouais. D'accord. Nous allons continuer d'écouter les réactions des joueurs des éléphants. Après cette rencontre-là, il se prononce au micro de Aude Allegbe sur le prochain tirage au sort. C'est aléatoire, on ne sait pas comment ça se passe. Mais voilà, les grandes équipes essaient de s'éviter au maximum.
Voilà, quand je parle de grandes équipes, voilà, on se comprend plus ou moins, mais voilà. Après, on n'a pas peur d'affronter une équipe. Je pense qu'on a une équipe très forte et ouais, la compétition, elle est bien pour nous. Et je pense qu'avec cette compétition, voilà, on pourra encore élever le niveau de notre jeu. Et merci le bon Dieu pour mon intégration pour le match d'aujourd'hui. J'espère que je vais continuer sur cette même lancée au prochain match. Dans le football, il n'y a pas de petites équipes. Hein. L'équipe que tu croises, tu fais tout possible pour battre l'équipe. Il n'y a pas de petites équipes parce que même si tu l'évites, peut-être en demi-finale ou en finale, tu vas croiser la même équipe. Donc il n'y a pas de petites équipes. Que ce soit l'équipe en face de nous, on va tout faire pour la battre. On sait que si on met les bons ingrédients, on a des super joueurs, on a vraiment une très bonne équipe et on peut faire la différence contre tout le monde. Donc on n'a pas de pression. On s'attend à un bon tirage au sort, mais en attendant, on a gagné. Mardi encore, il y a un autre match. Il faut rester concentré. On gagne mardi et puis voilà, après on va gagner après. Ciao, ciao. Ah, bon, on est tous impatients. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer, de voir quelle va être notre poule. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt et on ira là-bas conquérant. L'équipe était supérieure à nous. 3-0, ça se voit qu'ils étaient plus bons que nous, mais on a appris beaucoup de choses dans ces matchs. J'espère que dans d'autres matchs qui sont avant, on va être mieux. On va tout de suite aller avec l'élément de Moyabi Diabaté qui nous parle des à côté de cette rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda. On a fini les cours, mais on a décidé de venir suivre le match de Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens, on veut juste 3 buts. Passe sans inquiétude. Regardez cette action-là. Elle est belle avec Maxon Cornet sur son premier ballon corner. C'est que c'est une équipe en train de faire un nouveau visage. Ils sont là contre l'équipe. Je crois que le chemin qu'ils sont en train d'amener, c'est un bon chemin. S'ils continuent à ça en juin, je crois qu'on aura une équipe forte. Très fort même. Nous n'avons pas fait le déplacement gratuitement. Nous sommes venus, nous avons assisté à du bon football. Le ballon a couru, il a eu des buts. J'espère que la CAN 2019 reviendra encore en Côte d'Ivoire. Les sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de joie, de satisfaction. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une équipe solidaire, soudée. Vraiment, on a une équipe soudée. Avec cet esprit-là, cet esprit de groupe, on peut aller loin. Nos enfants nous ont fait du plaisir, on comptait sur eux. Mais l'Égypte nous a toujours souri, moi j'ai toujours dit ça. On serait en finale et pourquoi pas les remporter, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors,
le constate, hein, les Ivoiriens sont formidables. Ils adorent leur équipe nationale. Ils ont d'ailleurs fait de bons pronostics. Hein. On a vu avec ces jeunes filles-là qui ont pronostiqué un 3-0. Et ça s'est avéré 3-0 au final. Et là, la réconciliation est scellée, hein, je peux dire, entre les éléphants et le public ivoirien. Moi, en tout cas, franchement, j'ai de la joie dans le cœur parce qu'on a même fait l'appel sur ce plateau-là. Oui. Et les Ivoiriens ont produit présent. Ils ont soutenu leur équipe nationale. Ils étaient là, ils étaient contents. Et je remercie vraiment sincèrement la Côte d'Ivoire, les supporters et tout. C'est très bien. Voilà, c'est bien. Ils ont répondu présent. Ils ont vu, ils ont eu de la joie. Il y a eu 3-0. C'est ce qu'on voulait. Exactement. Le communion est créé. Et bon, voilà. Et Jette? Oui, c'est revenir au Stade Moyen à faire du bien aux éléphants, mais surtout à ce public qui est friand de foot. Oui. Le public ivoirien est vraiment exigeant, Anne-Marie, il faut le reconnaître, mais qui aime le beau football. Aujourd'hui, comme Pépé, Kodja, Gradet et Massoua Koné ont marqué leur territoire à Abidjan, qui continue dans l'humilité, dans le travail, et on verra une nation de Côte d'Ivoire extraordinaire à la Coupe d'Afrique. En tout cas, les éléphants continuent de nous faire plaisir avec les U23, notamment 6-1 face au Niger lors du deuxième tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Oui, j'ai vu, je crois, la première partie de cette rencontre-là, où j'ai vu un Kwame Christian vraiment tout feu, tout flamme dans cette attaque nigériane, avec vraiment de super milieux de terrain, ces garçons-là, Brachiano qui était ici à la SEC Mimosa. Franchement, ils ont donné du fil à retordre à cette équipe nigériane, conduite par Zawi, la Nigérienne conduite par Zawi François. Nos garçons étaient vraiment au-dessus. Et puis, je vais profiter pour féliciter la fédération parce qu'elle s'est rendue compte effectivement que cette équipe olympique est aussi constituée d'internationaux qui évoluent en France. Ouais. Donc, elle a logé les joueurs olympiques et les joueurs de l'équipe A vraiment à la même enseigne. Et ça c'est très, très important. D'accord. Merci à vous, Michael Chaud. Merci Eugène, merci Charles. Voilà, merci à la réalisation. On se donne rendez-vous demain au stade Félix Houphouët-Boigny pour toujours soutenir cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui seront en amical face au Libéria. C'est demain à 17 h. Mais avant, vous aurez le plateau, bien sûr, ici, sur la RTI à partir de 16 h 30. Voilà, bonne suite de programme sur RTI 1 et puis à bientôt. C'est un plaisir.